Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un petit témoignage, simple témoignage. J'ai rien d'autre, j'ai pas vraiment un message, à part vous dire, ben voilà, le désir d'enfant peut prendre fin un jour vraiment, que même si vous êtes au milieu de ce parcours, vous avez l'impression que c'est une montagne. Oui, la page va se tourner un jour. Vous allez vivre autre chose. Vous allez être maman. Et par contre, voilà, les choses se passent peut-être pas toujours comme on croit, comme on imagine, comme on rêve. Et puis, vu que aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, parce que c'était aujourd'hui, il y a 6 ans, où on prenait l'avion pour la dernière fois, pour le dernier transfert qui avait lieu le 11 février, et qu'on est allé chercher Léo, ben voilà, c'était le jour où tout se terminait à jamais. Et je voulais juste vous faire ce témoignage pour vous raconter un petit peu comment moi j'ai vécu cette période après mon désir d'enfant. Il y avait 2 après. Hein. Il y avait un après Zoé, parce que c'était quand même l'accomplissement de mon rêve d'avoir un premier enfant. Et l'après, après avoir eu Léo. Donc, ça s'est malheureusement pas passé comme j'ai rêvé du tout. Mais c'était bien quand même. Mais voilà, donc tout a commencé par le test de grossesse hein, que j'ai fait pour Zoé. Donc, vu que j'y croyais pas du tout, j'ai pleuré pendant 3 jours continus parce que j'étais sûre de pas être enceinte, j'avais pas de symptômes, ça allait de nouveau pas marcher. Et puis pour moi, il y a un autre témoignage qui explique tout ça, hein, comme tout mon parcours. J'avais vraiment l'impression que maintenant on va devoir prendre un avocat pour voir comment ça marche pour la mère porteuse parce que mon utérus apparemment était vraiment pas capable de garder un enfant avec tout mon nouveau traitement que j'avais d'Allemagne, etc. Mais j'étais enceinte et j'avais vraiment l'impression qu'une fois que je voyais les 2 traits, ben, c'était l'accomplissement, l'aboutissement, la fin, ou le début, je sais pas comment on va dire, mais... Et c'est là où on se rend compte quand on le vit, c'est qu'on voit ces 2 traits, on est super heureux et angoissé, et l'angoisse continue. Le soulagement, il dure 5 minutes, 15 ou un matin ou un après-midi, mais assez rapidement, on est de nouveau angoissé parce que on doit aller à la prise de sang, on espère que le premier taux sera bon. Moi, j'avais un problème de progestérone. Mon progestérone était à 8, alors qu'il devait être entre 15 et... À partir de 15, et même 15, c'était déjà catastrophique. Donc, j'ai dû remuer ciel et terre pour avoir des piqûres de progestérone qu'on a aujourd'hui en Suisse en pharmacie. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Il fallait les faire commander en Autriche. Du coup, mon médecin me disait mais non, la progestérone c'est pas grave parce qu'on ne voit pas, on voit pas tout ce que vous administrez extérieur quand vous faites une prise de sang. Mais vous pensez bien que cette grossesse pour moi était tellement précieuse que je n'allais pas, à cause de quelques cachets, perdre cette grossesse de nouveau parce que j'en avais perdu déjà tellement. Donc j'ai augmenté par mon propre chef ma progestérone à un taux hallucinant. Mon médecin après il m'a dit que j'étais une espèce de centre nucléaire qu'on voyait depuis l'espace. Mais bon, ben voilà. En tout cas, on passe d'angoisse en angoisse, hein, de la première prise de sang, deuxième prise de sang, première échographie, deuxième échographie. Puis une fois qu'on est arrivé aux 9 mois ou 12 mois, ben après les échographies commencent à s'espacer. On n'en a plus qu'une par mois. Donc là, c'est aussi un peu flippant parce qu'un mois, c'est vraiment long. Vraiment, vraiment, quand on ne sent pas bouger son enfant. Mais moi, j'avais tellement de nausées, mais tellement de nausées, vraiment affreux. J'étais même hospitalisée à un moment donné parce que je devais avoir une perfusion, ça allait vraiment plus. Donc les premiers mois de grossesse, c'était difficile. J'avais la joie d'être enceinte, que ça avait enfin marché, mais j'avais de telles nausées que la vie était presque invivable. Hein, je vomissais jusqu'à 30 fois par jour ou par nuit, c'était vraiment terrible. Mais au bout du 4e, 5e mois, ça allait mieux. Puis c'est là où aussi je commençais à sentir bouger Zoé. Donc j'ai vraiment pu profiter de ma grossesse jusqu'au bout et heureusement sans angoisse. Ça, c'était une bonne chose.
Parce que c'est vrai que tout au début, vu que je perdais beaucoup de grossesse tout au début, j'étais dans un stress extrême, j'étais vraiment au plafond. Et je me rappelle, un jour, je me lève et je dis non, ça peut pas continuer comme ça, je peux pas être stressée comme ça, je vais encore perdre cette grossesse à cause de ça. Et j'ai vraiment fait un pacte avec ma toute petite graine qui était dans mon ventre et j'ai dit écoute, moi je fais tout ce qu'il faut que je fasse avec les médicaments, j'essaie de me calmer, je vais maintenant être confiante et toi tu sais exactement ce que tu as à faire et je te fais confiance que tu fasses les choses comme tu dois les faire. Et après, ça s'est bien passé. J'ai plus eu d'angoisse du tout. Ça s'est évaporé instantanément. Heureusement, vraiment, je remercie pour ça. C'était fabuleux. Et bien sûr, ben après, je me réjouissais de cet accouchement. J'ai l'impression que cette période entre le 5-6e mois et l'accouchement, c'était une de mes plus jolies périodes de ma vie parce que je vivais mon rêve. On se réjouit de cet accouchement, de rencontrer ce bébé et de profiter de ce qu'on a toujours voulu. Et ça s'est passé un peu autrement pour moi, malheureusement. Même si tout s'est bien passé, mais j'ai accouché dans une clinique où, à l'époque, en 2014, en 2016, tout était différent. En 2014, quand j'ai eu ma césarienne, à la fin, on m'a enlevé Zoé, enfin, on me l'a emmenée, on l'a fait du pot à pot avec papa. Et après, quand on me l'a ramenée habillée. On ne l'a pas proposé de faire du pot à pot. Et moi, pendant cette journée-là, j'étais vraiment pas très bien. Je me rappelle, j'avais Zoé dans mes bras et puis en même temps, je vomissais parce que je pense que j'avais ces médicaments que je supportais pas, qu'on me l'a donné le matin pendant la césarienne. Donc, je profitais pas vraiment encore de cet instant. Le soir, mon mari est resté dans la chambre dormir avec moi. Alors, réfléchissez bien, parce que après coup, je dois dire, ça n'a pas servi grand-chose, parce que lui, il dormait et il ronflait, et du coup, moi, je ne pouvais pas dormir, et on dort déjà pas vraiment beaucoup, parce qu'on doit apprendre à allaiter. Mais voilà, faites comme vous voulez, hein. Moi, je ne le ferai plus. Dans tous les cas, j'ai eu... dans cette nuit-là, à l'époque, en 2014, les femmes qui avaient une césarienne, c'était exclu qu'elles gardaient les bébés en chambre. On devait les donner à la nurserie. Et après tout le parcours que j'avais traversé, voyais vraiment, pour moi, c'était très difficile de me séparer de mon enfant. Très, très difficile. Mais voilà, je n'osais pas vraiment dire quelque chose. Et quand j'attendais qu'une chose, c'est qu'on me l'amène pour l'allaiter. En fait, j'écoutais toute la nuit, mais toute la semaine d'ailleurs, j'écoutais, je voulais que si Zoé, elle passait, si on me l'amenait. Et cette nuit-là, voilà, j'allaitais Zoé, puis après l'allaitement, je la gardais un petit moment sur moi. Et c'était la première fois où j'avais vraiment le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Ça faisait des années que je me tenais à cette image de cette maternité, de moi avec mon nouveau-né, en train de l'allaiter, de l'avoir dans mes bras. Et là, j'étais dans cette image, mais dans la réalité, enfin. Vous imaginez ce que j'ai pu ressentir, peut-être cette immense gratitude d'avoir enfin mon bébé dans les bras. Et je savourais cet instant qui était finalement très court, en tout cas c'est ce que j'avais l'impression. Puis tout d'un coup la porte elle s'ouvre, une infirmière rentre, bon, moi j'étais tellement dans mon intimité, peut-être elle n'est même pas rentrée vite, mais moi j'avais l'impression que c'était hyper brusque. Elle me prend Zoé, mais d'un coup, pas avertie, elle me prend Zoé et elle dit maintenant cet enfant doit s'habituer d'être sans sa maman. Et elle la pose dans le berceau. Et Zoé, je pense que ça l'a tellement choquée parce qu'elle était dans un moment paisible avec moi. Elle s'est mise à hurler et à hurler et à hurler. Elle ne s'arrêtait plus. Moi, j'avais l'impression qu'on me retournait mon intérieur. J'avais l'impression que mon extérieur était retourné, mon intérieur était retourné à l'extérieur. Je ne pouvais pas la calmer. Je ne pouvais même pas la prendre parce que j'avais une césarienne. Donc, je ne pouvais pas la protéger. J'avais mis 5 ans à la faire venir. Et maintenant, je ne pouvais même pas la protéger. Donc c'était terrible, je ne vous explique pas.
tout cas et toutes les infirmières, les sages-femmes qui débarquent dans ma chambre. J'avais l'impression qu'on me regardait comme une incapable, comme une mère qui n'arrivait pas à calmer son enfant alors que je n'avais même pas le droit de la prendre. C'est les sages-femmes qui me la prenaient parce qu'elle était écarlate, elle était trempe, elle hurlait pendant 1 heure non-stop. Donc du coup, elles me l'ont prise et là, c'était pour moi l'effondrement total. J'avais l'impression que j'abandonnais mon enfant, que... Enfin, c'était horrible, horrible. Si j'avais pu, j'aurais débarqué à la nurserie pour la prendre, mais j'ai pas pu. Et je crois que personne n'a vraiment compris ce que je ressentais. C'était inimaginable. J'avais vécu tellement de grossesses biochimiques, heureusement, des débuts de grossesse, hein, pas des bébés que je perdais, mais beaucoup. À chaque fois que je tombais enceinte, on me l'enlevait. Je tombais enceinte, on me l'enlevait. Je tombais enceinte, on me l'enlevait. C'était comme une empreinte en moi qu'on m'enlevait de nouveau mon bébé. De nouveau, ça se repassait comme ça, on me l'enlevait. Aujourd'hui, je sais bien que c'était exagéré, que j'avais un sentiment de quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'est certainement aussi les hormones après l'accouchement qui ont fait ça. En tout cas, j'ai vraiment souffert, j'avais une énorme douleur à l'intérieur de moi, que personne ne savait comprendre, que je ne savais pas expliquer, mais qui a fait que je suis tombée dans un stress extrême, qui m'a duré plus d'1 année. À peine sortie de la maternité, j'ai dû consulter une kinésiologue, j'étais vraiment dans tous mes états, je n'arrivais pas à entendre Zoé pleurer. Quand Zoé pleurait, je n'arrivais pas à supporter ça. J'étais hyper angoissée, hyper stressée et par-dessus tout, je culpabilisais parce que je ne m'étais pas imaginé cet instant comme ça. Je voyais ça vraiment tout à fait différemment. J'avais l'impression que mon bébé allait naître et que j'allais être très paisible, très calme, très posée. Et j'étais tout le contraire, vraiment. J'étais à l'antipode de ça. Zoé, je pouvais la poser nulle part, ni dans la voiture, ni dans le lit, ni dans la poussette. C'était une horreur, elle hurlait de partout. Je devais tout le temps la porter constamment. Voilà, je dormais pas. Voilà, début difficile. Donc voilà, pas comme je m'étais imaginé, mais j'étais quand même vraiment joyeuse que j'avais Zoé. Hein. C'était quand même une impression d'accomplissement, évidemment. Et puis, les mois passaient comme ça, Zoé dormait très mal, j'avais une fatigue qui s'accumulait vraiment assez incroyable. J'ai encore aujourd'hui affaire à cette fatigue, parce que pendant bien 4-5 ans après avec Léo, je n'ai pas dormi comme il faut. Et je dois encore aujourd'hui rassurer mes cellules qui sont plus en survie, et que ça va aller, que j'ai pas besoin de faire la sieste, parce que la journée, je vais la survivre jusqu'au soir sans dormir. Et suite à cet accouchement de Zoé, les premiers mois, le mois de février 2015, je me balade et tout d'un coup me tombe dessus la question, voilà, il y a un deuxième enfant. Je sens qu'il s'appelle Léo, je reçois la date février 2016. Donc à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça va être, si c'est l'accouchement ou... J'espère que c'est la conception, parce que ça aurait fait un peu rapide pour moi d'avoir 2 enfants rapprochés comme ça. Donc après, vu que j'avais déjà reçu le nom de Zoé avant la conception de Zoé, je savais que c'était une fille, que c'était Zoé, j'avais aussi le septembre, hein, j'avais aussi le mois de septembre en tête, donc finalement elle est née en septembre, elle s'appelait Zoé, et puis c'était une fille. Donc cette fois, j'y ai vraiment cru à mon intuition, et j'ai même acheté des tissus, acheté tout pour les faire part pour un petit garçon en août 2015, avant la conception de Léo. Donc je savais que février 2016 était la conception de Léo. Je pouvais planifier donc le 2e transfert pour cette date-là. Mais bizarrement, et c'est là où c'est bizarre, hein, des fois les humains, j'avais besoin d'aller en octobre 2015 faire un transfert parce que j'avais plusieurs embryons congelés et j'ai dû avoir un échec pour pouvoir réussir en février. Allez savoir. J'avais l'impression que je ne pouvais pas gagner 2 fois de suite. Donc j'ai fait ça comme ça. Hein. Donc il y a 6 ans, le 10 février, on est parti. Le 11 février, j'ai accueilli Léo. Je suis allée à Barcelone. Je leur ai dit que je voulais maintenant récupérer la version 2.0 de mon premier. Et en espérant qu'il allait mieux dormir. Et puis, 2e grossesse,
On est un peu moins focalisé sur ça parce que on a déjà un enfant. J'étais bien malade aussi, de nouveau. J'étais un peu moins malade, mais plus longtemps. J'étais 9 mois malade au lieu de 4, mais du coup moins intensément, mais tout le temps. J'étais tout le temps au milieu de la nuit au salon, je dormais plus parce que j'avais des nausées. Enfin voilà, assez sympathique en période, mais on le fait parce qu'on l'a voulu et puis parce que ça fait des années qu'on s'est battu pour ça. J'ai accouché de Léo dans la même clinique, complètement avec un autre fonctionnement. Donc j'ai pu garder Léo après la césarienne. On l'a ramené nu. J'ai pu faire du pot à pot. En chambre, je me rappelle la première nuit, Léo il avait le liquide amniotique, donc sur le dos ça n'allait pas. Donc je l'ai pris sur moi pour qu'il puisse mieux respirer. Et quand l'infirmière rentre au milieu de la nuit, j'étais là. Oh, excusez-moi d'avoir gardé mon bébé sur moi, je sais que je ne devrais pas. Je me suis excusée. Et elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, vous faites bien. Il faut d'ailleurs garder votre bébé sur vous, vous faites comme vous voulez. Donc il n'y avait plus de nurserie. Enfin, il y avait une nurserie, mais on ne donnait plus les bébés. Tous les bébés restaient en chambre chez la maman. 2 ans après, tout un autre fonctionnement. Donc j'ai vraiment profité de cette semaine à la clinique avec Léo pour juste profiter de lui, de moi, en tant que maman détendue. Parce que je l'étais cette fois. J'étais détendue, j'ai profité. Et puis c'était pour moi la preuve que je le pouvais. Que j'étais pas seulement une mère hyper stressée, qui courait partout, puis qui s'angoissait pour tout. Donc non, ça s'est passé différemment cette fois et je suis reconnaissante pour ça. Et après, je suis rentrée avec mes 2 enfants. Et c'était la fin de ce désir d'enfant. Et c'est bizarre parce que il n'y a plus d'échéance, plus de rendez-vous de gynéco, plus de protocole à suivre, plus d'échographie. Vous voyez, avant, vous savez, maintenant vous êtes dedans, on a tout le temps une échéance, tout le temps. Et on vit en fonction des échéances, des objectifs, des réussites, des échecs, et puis on se relève, on dépasse, on va plus loin. Puis que vous le croyez ou non, c'est vraiment étrange, mais ça rythme tellement notre quotidien et notre vie qu'une fois qu'on n'a plus ça, ça nous manque. Après, la vie commence. C'est une vie calme. On a juste vivre jour pour jour et trouver le plaisir dans ce qu'on vit, dans le moment présent. Et c'est pas facile quand on a vécu tout le temps avec des échéances, des objectifs à atteindre. Parce que là, il n'y a plus vraiment d'objectifs à atteindre. Il y a juste la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois des mamans ici de petits bébés qui ont eu ce désir d'enfant très très longtemps et qui sont beaucoup battues et qui ressentent le vide aujourd'hui parce qu'elles se disent mais est-ce que je suis normale? En plus, on culpabilise énormément. On a voulu cet enfant, on a tout fait pour et maintenant qu'il est là, il y a quelque chose qui nous manque et on ne comprend pas. C'est normal. C'est normal que ça vous manque. Cette excitation, ces tests de grossesse, d'ovulation, de ponction, de transfert, même si c'est dur, mais ça nous donne quand même un objectif à atteindre qu'on n'a plus après. Après, l'objectif à atteindre, c'est de profiter de chaque instant avec nos enfants. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, ben voilà, juste pour vous dire, vous êtes normal si jamais ça vous arrive, que vous avez après coup tout d'un coup une baisse de morale parce que vous avez tout est là maintenant. Vous savez ce que vous avez rêvé, vous vivez à l'endroit que vous avez rêvé, avec le mari ou le partenaire que vous avez rêvé. Et what's next? What's next? Ben, c'est vous, encore et encore. Et c'est vrai que moi j'ai créé Espace Fertile. Ça me donne aussi comme des espèces d'objectifs, mais c'est néanmoins toujours des objectifs intérieurs. Parce que je ne peux pas accompagner des clients si je me nourris pas, si je continue pas une hygiène de vie déjà, hygiène de vie dans le sens où après Léo, je pesais 100 kilos quand j'ai accouché. Donc ça allait pas, j'ai dû les perdre, pas parce que je voulais répondre à un critère de beauté, mais parce que je voulais me respecter. Donc je les ai perdus. Après, me respecter veut dire
de toujours travailler, enfin, accueillir mes émotions, être proche de mes émotions, continuer à les accueillir. C'est une hygiène de vie comme se prendre une douche. De continuer à m'aménager, même si j'ai très peu de temps, maintenant un peu plus depuis que Léo va à l'école, depuis août, mais j'ai très peu de temps pour moi, donc chaque instant que j'ai, de le célébrer, de profiter un maximum, de me faire du bien, de me faire des petits plaisirs au quotidien, de célébrer la gratitude, parce que même si vous avez l'impression que après, une fois que vous avez tout, vous allez ressentir la gratitude tous les jours, ben c'est pas le cas, parce que justement, on se retrouve quand même un tout petit peu face à ce vide qu'on a toujours, qu'on n'a pas réussi à combler même avec des enfants. Donc toujours continuer dans ce cheminement-là de se rapprocher de moi-même, de ce qui m'habite, pour vous le proposer à vous en séance, en vidéo, en texte, mais aussi dans ma vie privée. Donc ça c'est l'objectif maintenant, parce que chez moi je peux vous dire que j'ai vraiment atteint tout ce que j'ai toujours voulu. Et c'est aussi un art, je trouve, de profiter de la vie quand on a déjà tout. Bien sûr, je peux toujours avoir plus, mais vraiment de me satisfaire de ce que j'ai et d'être reconnaissante pour ça. Et je vous remercie si vous avez écouté ce témoignage. Il n'y avait vraiment pas d'autre message à part vous dire, ben, la vie elle évolue, la page tourne, les choses changent. Et mais peut-être, voilà, la seule chose qui changera jamais, c'est vous. Et vous allez toujours être à votre côté, maintenant, dans cette période difficile que vous vivez, et après aussi. Donc prenez soin de vous. Vous êtes la seule chose qui restera toujours. Vous êtes une constante dans votre vie, et ça vaut la peine de vous en occuper. Je vous embrasse, et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bonne journée. Au revoir.